Wilfried Toxin, Fabrice Grimal, Toxin Plus. Bonsoir à tous, bienvenue pour la deuxième édition déjà de cette émission spéciale, le référendum d'initiative populaire à la sauce Toxin. Le RIC de la semaine est l'occasion pour vous, chers spectateurs, de prendre part à la vie publique et de prendre position sur les sujets les plus importants. Et on parle bien des plus importants, puisque la rédaction de Toxin s'engage chaque semaine avec cette émission à mettre sur la table les questions que les Français se posent réellement, celles qui feraient à coup sûr l'objet d'un référendum d'initiative citoyenne si les Français en disposaient. Et le sujet du jour concerne un bien public que tout le monde connaît, avec lequel tout le monde en France a un lien particulier, une histoire. Je veux bien sûr parler de l'audiovisuel public français. France Inter, première radio de France, France 2, chaîne principale de la TNT, et pourtant, les groupes France Télévisions et Radio France ont accumulé suffisamment de ressentiments et de griefs contre eux pour susciter ce RIC pour ou contre la privatisation du service public audiovisuel. L'actualité récente a été riche en arguments, des arguments chiffrés qui motivent la vente au privé de toutes ces chaînes et stations. Notamment un rapport qui pointe les dérives et les excès budgétaires du groupe France Télévisions. On y reviendra pendant l'émission, j'en doute pas. Mais cet argument financier s'efface assez rapidement devant celui de la qualité des programmes offerts aux Français avec leurs impôts. Et surtout, dit ses détracteurs, d'un manque flagrant de pluralisme. En face, on défend les mérites et la nécessité d'un bien public essentiel, garant de l'intégrité des débats de société qui forment l'opinion française. Une opinion par ailleurs assez largement réfugiée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, surtout pour ces catégories les plus jeunes. Mais avant d'entrer dans les détails, laissez-moi vous présenter nos invités, ceux qui ont bien voulu se prêter à l'exercice. Et on doit, pour la deuxième édition du RIC de la semaine, permettre aux Français qui nous regardent et qui nous écoutent d'exercer leur libre arbitre, de s'entraîner à décider pour eux-mêmes sur la base de débats équitables et se préparer en somme à devenir les citoyens d'une véritable démocratie. Alors notre premier invité approuve l'organisation de ce référendum, il est résolument pour, c'est Jean-Yves Le Gallou. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes essayiste, ancien parlementaire européen, fondateur de l'Institut Iliade et président de la Fondation Polémia avec laquelle je crois vous organisez chaque année les Bobards d'Or. Que vous avez déjà eu l'occasion de remettre et de distinguer à des présentateurs du service public, évidemment. Absolument. Avec nous aussi, donc pour s'opposer tout aussi fermement à la privatisation d'un groupe qu'il connaît bien, pour avoir été rédacteur en chef à France Télévisions, directeur de France Info Télé, aujourd'hui enseignant à l'ISFJ et au CFPJ. C'est Michel Goldstein. Bonsoir. Votre carrière vous a amené à être même candidat à la présidence du groupe France Télévisions face à Delphine Ernotte. Dans le cours de l'émission, vous deux serez rejoints par Philippe Murer, économiste, essayiste, cofondateur du mouvement politique citoyen, qui a, comme un certain nombre de Français, beaucoup de choses à reprocher au service public audiovisuel, mais qui sera là ce soir pour s'opposer à la privatisation. Ainsi que par John de Lorraine, influenceur, lanceur d'alerte, peut-être le plus libéral du plateau, on verra, qui défendra cette mesure aussi avec ses arguments. Alors, permettez-moi d'ajouter, avant de commencer, à l'adresse de nos chers téléspectateurs, que vous pourrez voter sur tous les réseaux Toxin, sur X, sur YouTube, dans le chat de l'émission notamment, pour trancher cette question pendant l'émission en direct. Dans une demi-heure à peu près, nous ouvrirons les votes qui dureront pour les prochains jours. Alors à vos claviers, à vos souris, à vos téléphones, la démocratie n'attend pas. Et avant cela, n'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo, à cliquer sur le pouce, à partager le plus possible sur tous vos réseaux, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. J'en profite pour dire un grand merci à tous les contributeurs de Toxin sur notre site internet toxin-media.fr/nous. C'est grâce à vous que des projets comme celui-ci peuvent voir le jour. D'ailleurs, c'est la fin de notre campagne. Il nous manque que 450 donateurs pour atteindre notre objectif et financer toutes les émissions que nous vous avons promis. Je peux vous assurer que la rédaction de Toxin est mobilisée chaque jour pour être à la hauteur de vos efforts. Alors, c'est un RIC. On prend ça sérieusement, on ne peut poser la question aux Français que si elle est basée sur une loi précise, quelque chose qu'on ne va pas pouvoir modifier en cours de route et qui va pouvoir s'appliquer directement. Cette question est: approuvez-vous le projet de loi permettant la privatisation de l'audiovisuel public français? Et dans le détail, mise en vente des groupes Radio France et France Télévisions, chaîne par chaîne, au plus offrant. Ça commence comme ça. Impossibilité pour un acheteur, on a quand même une petite clause, de récupérer plus d'un canal TNT et d'une station de radio par personne. Voilà, histoire qu'on panache un peu tout ça. Et l'État gardera dans son giron un réseau de télévision, France 3, et tout son réseau régional, et un réseau de chaînes de radio, France Bleu, qui dispose aussi d'un réseau régional, pour être la voix de l'État, la communication institutionnelle de l'État. La voix de l'extrême gauche.
Alors, du gouvernement. Non, mais c'est assumé comme tel. C'est la voix de l'extrême gauche. Les infos essentielles que le gouvernement veut diffuser sans filtre au public. La voix de l'extrême gauche. C'est son droit, mais voilà. Mais est-ce que le service public doit être la voix de l'extrême gauche ? C'est la voix de l'extrême gauche. Et attendez, est-ce que ça doit l'être ? Ça, je ne sais pas. Ah, voilà. Mais c'est un fait. J'ai pas fini. On va aussi garder. Pardon. On va aussi garder AEF. Je suis indiscipliné, vous savez. L'audiovisuel extérieur de la France, d'accord, France 24, RFI, qui permet une communication internationale. Et il y a l'INA. Et l'INA, évidemment, reste dans le giron français. Ce RIC-là, n'est-ce pas, ne traite que des chaînes de télé. Il y aura des choses à dire sur l'INA aussi. Oh oui. 1 million de signatures pour un RIC sur l'INA, et puis c'est parti. Alors, rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Dans cette émission, c'est une tradition, on commence par ceux qui sont pour, évidemment. Donc, pour la privatisation de l'audiovisuel public français, rapidement, Jean-Yves Le Gallou, puisqu'on va détailler dans l'émission, en quelques mots, les arguments que vous jugez les plus solides, ce qui vous a fait changer d'avis, puisque vous me disiez avant l'émission, justement, que vous aviez cru très longtemps au service public audiovisuel. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Vous savez, j'ai longtemps été un homme de l'État. J'ai fait l'École nationale d'administration, j'ai travaillé dans l'administration, j'ai longtemps été un homme de l'État. Je suis aujourd'hui un défroqué de l'État parce que je crois que l'État a été accaparé par un certain nombre de minorités qu'on peut qualifier de progressistes, d'extrême gauche, et qu'il est complètement détourné de sa vocation initiale, et que l'État, il a longtemps servi la France. Il est aujourd'hui contre la France. Et pourquoi je condamne le service public audiovisuel, que je peux regarder, que je peux parfois apprécier, auquel je peux participer. J'ai passé le début de ma journée dans un entretien avec des gens de France 5 qui préparent un reportage sur la crise du Front National dans les années 90. Donc j'ai passé plusieurs heures avec eux. Très bien, je pourrais commenter d'ailleurs. Plutôt sympathiquement d'ailleurs. Le problème du service public audiovisuel aujourd'hui, c'est que ce n'est plus un service public audiovisuel, c'est un service de propagande audiovisuelle. Voilà. Et que vous preniez, si vous prenez, allez, France 2, qui est dans votre projet de privatisation. France 2, France 3 n'y est pas, je crois. Non, bon. Mais si vous prenez France 2 ou France 5, ça y est, dedans, je pense. Tout à fait. Voilà. Donc on parlera de Mathieu Pigasse. Sur France 5, vous avez les émissions progressistes pour Bobo. Voilà. Et puis, sur France 2 ou France 3, que vous ne voulez pas privatiser, vous avez les feuilletons ou les séries qui sont pas forcément mal, mais qui sont totalement formatées idéologiquement. Voilà. Et donc, vous avez une propagande tous azimuts parce qu'effectivement, elle s'adresse à la fois à des catégories sociales aisées, avancées, et à des catégories sociales plus populaires. Voilà. Avec des émissions qui peuvent être peut-être agréable, mais où à chaque fois, vous allez avoir la piqûre de politiquement correct, la piqûre de propagande, et ça, c'est tout à fait insupportable. Et vous avez tout à fait tort de ne pas vouloir privatiser France 3, parce que France 3, c'est comme la PQR, c'est pire que tout. Bon, moi, je vais vous dire, il y a très longtemps, quand j'étais élu du Front National, j'allais régulièrement à France 3 Île-de-France. Mais quand j'y allais, tout le couloir d'accès était constellé d'affiches, d'affichettes, d'autocollants, antifa et d'extrême gauche. Est-ce que vous croyez que c'est normal ? Non. Eh ben c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, le service public audiovisuel, c'est un service de propagande d'extrême gauche. Il n'est pas sauvable. Je vois Michel Goldstein qui bouillonne, hein, il a affûté ses arguments, je vous écoute. Ah oui, non, je bouillonne, mais je partage pas mal de choses. C'est ça qui va être un peu surprenant. Sur le constat, parce que le constat, il est réel. France Télévisions est devenu un organe de propagande, et ça, c'est inacceptable. Moi, je suis un enfant du service public. J'ai fait toute ma carrière, Radio France et France Télévisions. Donc, je défendrai un service public fort, indépendant, et la pluralité de l'information. Mais le problème, effectivement, et je partage ça avec vous, c'est que on n'est plus du tout dans cet objectif que devrait être le service public. Le service public est indispensable à la démocratie. Il n'y a pas un pays qui n'a pas une télévision publique. Maintenant, c'est de savoir qui dirige
le service public. Qu'est-ce qu'on met dans le service public? C'est ça l'important. C'est facile de dire, oui, on va la privatiser. Donc, on va donner toutes ces chaînes à des milliardaires, comme c'est le cas à l'heure actuelle, qui dirigent tous les médias. C'est ça le problème en France. Sans compter, alors, vous êtes un énarque, même défroqué, mais vous êtes quand même un énarque. Oui, absolument. Oui. Voilà. Moi, je me suis arrêté à Sciences Po, j'ai pas voulu aller plus loin. Pour une raison très simple, c'est que je déteste l'entre-soi. Et les énarques, c'est l'entre-soi. Et l'entre-soi, on le retrouve dans le service public, à tous les échelons. Que ce soit à la télévision ou dans les organes qui dirigent notre pays. C'est ça qui nous tue. Et ça, c'est un vrai problème. Quand je vois l'Arcom, alors, on va en parler de l'Arcom, parce que, en fin de compte, c'est toute la chaîne qu'il faut détruire. Comment ça se fait que l'Arcom soit composé de personnes qui soient... Le président de l'Arcom est un énarque, copain du président de la République, énarque. Donc l'entre-soi, on continue. Les gens du collège de l'Arcom, ce sont des polytechniciens, des centraliens, des avocats. Et ce sont eux qui vont juger de qui va diriger un organe médiatique. Mais où on est? Où on est? C'est ça la France. Delphine Ernotte, par qui elle a été nommée? Eh oui, par le président de la République, François Hollande. Directement. Le CSA n'a pas eu son mot à dire. J'étais candidat. Je l'ai vécu. Quand le président de l'Arcom m'appelle pour me dire que je ne suis pas retenu, il a ces propos qui m'ont surpris. C'était lunaire. Il me dit, vous aviez le meilleur dossier avec Sandrine Roustan. Mais, à ne pas confondre avec Sandrine Rousseau. Non, Sandrine Roustan, qui est une femme de télévision, qui a dirigé à une époque France 4, qui a dirigé un média à Taïwan, qui est maintenant la numéro 2 de la RTBF. Donc quelqu'un qui connaît les médias. Là, on se retrouve, il me dit, c'est pas nous qui avons décidé, ça s'est décidé dans le bureau d'Alexis Collère. Alors là, je suis tombé des nues. Voilà comment se fait les nominations. Et ça ne peut pas durer. Parce que Delphine Ernotte, on ne connaissait strictement rien à la télévision. Donc on nomme quelqu'un qui n'est pas capable de diriger. Et on voit maintenant le constat. En fin de compte, elle a été l'instrument des politiques. Tout simplement. Et ça... Mais ça, c'est la logique de la télévision publique. Non. L'hypocrisie, le système normal, c'est le président de la République ou le chef du gouvernement, le ministre de la communication nomme quelqu'un dans un système public. Là, on a fait un espèce de camouflage. On a créé le CSA et l'Arcom pour dire c'est tout à fait indépendant. Alors que mais vous savez comment sont nommés les gens de l'Arcom? Vous savez ce que c'est que quelqu'un qui siège dans une commission indépendante? C'est quelqu'un qui, au cours de toute sa vie, a montré sa dépendance et s'apprête à rester dépendant après. Voilà, donc, si on veut garder un service public qui soit indépendant, c'est pas possible. Mais si c'est possible, parce que on devrait changer à ce moment-là le mode de nomination, parce que l'Arcom, c'est le Sénat, l'Assemblée et le président de la République qui nomme les membres. Alors vous les élisez au suffrage universel. Alors faut la proportionnelle. Oui, voilà. Exact. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Voilà. C'est une autre option. Mais c'est une option qu'on devrait avoir et avoir des gens qui soient compétents de l'audiovisuel et pas excusez-moi, presque des branquignoles. Je suis très dur. Mais des gens qui ne connaissent rien. Moi, quand j'ai été auditionné, mais c'était surréaliste. Si je devais raconter exactement mon entretien en privé avec les membres du CSA, mais je me disais, j'étais obligé de leur dire, mais attendez, je viens de défendre un projet. Et non, il m'interviewait pour me demander comment ça se passait à France Télévisions. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, ces gens-là. Et dernièrement, alors ça a été encore pire parce que je me suis présenté encore une deuxième fois, mais là, l'Arcom a refusé mon audition. Je pense qu'ils avaient peur de m'auditionner parce que là, j'aurais flingué tout le monde là, à ce moment-là. Mais ils ont voté à bulletin secret pour m'évincer. Voilà l'Arcom.
Donc ça ne peut plus durer. Pas défendre l'ARCOM, je vous rassure. Jean-Yves Le Gall, si on changeait les méthodes de nomination comme le propose Michel Goldstein, ça vous suffirait ou pour vous, il faut privatiser? Alors, moi, je pense, si vous voulez, je suis rallié à la privatisation, qui n'est pas forcément mon choix d'origine, parce que je crois qu'on ne peut pas changer la structure, si vous voulez, qu'on ne peut pas changer, j'allais dire, l'état profond audiovisuel, qui est acquis à la gauche ou à l'extrême gauche, dans le meilleur des cas, à l'extrême centre pour une minorité, vous ne pouvez pas les changer. Et par conséquent, je vois pas beaucoup d'autres solutions qu'une privatisation peut-être un peu brutale. Sinon, effectivement, l'autre solution, ce serait une solution, il y a certains pays qui font un peu ça, une solution proportionnaliste. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le pluralisme ? C'est la pluralité. Et donc, à ce moment-là, vous pourriez confier telle ou telle émission, telle ou telle à telle ou telle orientation politique, j'allais dire à tel ou tel camp. Mais si vous ne faites pas ça, et même aujourd'hui, la structure est complètement sclérosée. Ce que je vous ai raconté sur l'histoire de l'homme politique de droite qui va pour une interview dans un France Info, peu importe, maintenant ça a changé de nom, mais puis on a supprimé France, mais de toute façon, qui y va et qui d'emblée on lui fait comprendre qu'il est en milieu hostile et que même le journaliste qui va essayer de faire son travail correctement et d'être courtois, il est surveillé par le soviet de base. Oui, mais ce n'était pas le cas avant. Ça remonte quand même, ce que je vous raconte, ça remonte à 30 ans. Ça remonte à 30 ans, c'est pas tout à fait raison. Michel, c'est pas amélioré. Un service public. Moi, j'ai connu des patrons comme Jean-Pierre Elkabbach, de droite, Patrick de Carolis, de droite. Oui, enfin, de droite, oui. Oui. Alors, c'était pas des RN. Okay. Voilà, d'accord. Non, mais déjà. Mais ils n'ont pas laissé transparaître leur opinion. Ils ont fait un service public pour tout le monde. Ils n'ont pas laissé passer. Moi, j'ai travaillé avec Henri Sagnier pendant des années. Henri Sagnier est maire de droite. Il était catalogué de droite. Même, c'est pour cette raison que François Mitterrand l'avait choisi pour le 20h pour sa deuxième réélection. Donc, il y a eu des personnes qui avaient des opinions, mais ils n'en faisaient pas état. C'est ça la différence, ce qui est le cas maintenant. Ça c'est fort. Je suis d'accord avec vous. Ça c'est assez fortement dégradé. Complètement. Ça c'est sûr. Avec l'arrivée Delphine Ernotte. Mais même avant. Avant, on avait quand même. Non, parce qu'il y a eu Patrick de Carolis et tout ça. Oui, ce que je vous raconte, c'était pas avant. Ce que je vous raconte, c'est le tournant, c'est la nomination de Delphine Ernotte par François Hollande. Voilà. Et maintenant, tout le monde s'en est approprié. Pour en faire un organe de propagande. Ça, c'est inadmissible. On ne peut pas laisser le service public dans les mains de gens comme ça. Oui, mais la question, si vous voulez, par rapport à la question, faut-il privatiser ou non, moi, je ne dis pas que dans l'absolu, la question de la privatisation soit la formule forcément la seule possible. Je vais revenir là-dessus. Mais je dis, aujourd'hui, vous ne reprenez pas en main la structure. Je vais vous raconter une anecdote qui remonte avant la nomination de Delphine Ernotte. Un journaliste qui a une émission de France Culture, qui est plutôt d'ailleurs un homme modéré, il prend contact avec Paul Emiat, dont je m'occupe, parce qu'il a trouvé un article excellent, et il voudrait interviewer l'auteur. L'auteur, c'est un dénommé Andrea Massari, et donc il dit « je voudrais interviewer l'auteur ». Et donc je l'appelle, je lui dis « bah oui, pourquoi pas ?» Mais je vous préviens, Andrea Massari, c'est mon pseudonyme. Et il me répond, écoutez, j'ai des enfants à nourrir. Voilà. Oui, non, mais... Non, voilà, c'est tout. Non, bon, mais alors, vous me direz peut-être que dans un média privé, il aurait pu tenir le même propos. Mais c'est parce qu'on a diabolisé, effectivement, le Front National, on a diabolisé le RN. Dans ces cas-là, s'il fallait... Mais ça va au-delà de ça, si vous voulez. Honnêtement, ça va au-delà de ça. Je suis d'accord. Ça va au-delà de ça. Moi, j'ai combattu le RN. Je me suis même fait sortir, quand j'étais au service politique, par le premier maire RN, qui était Bompard à... Oui, à Orange, un maire assez tonique. C'est ce que dire. Ouais. Il m'a foutu
dehors de son bureau en me disant, parce que j'avais alors c'était très amusant, des techniques journalistiques de nazis. Oui, fallait le faire quand même. Il a envoyé une dépêche à l'AFP pour dire que j'avais ces techniques-là, parce que je lui avais posé 3 fois la même question un petit peu différemment pour essayer d'obtenir quelque chose. D'accord. Bon, c'était un combat que j'ai mené, mais moi je considère que dans un pays démocratique, le RN est reconnu comme parti politique par tout le monde. Sa place, elle est partout. Oui, mais si vous voulez, le problème que je ne peux pas accepter dépasse le RN. Oui, ça, je suis d'accord. Le problème dépasse le RN parce que vous prenez, je sais pas moi, un polar ou un feuilleton, tout est canalisé, tout est orienté. Alors, vous allez me dire, c'est l'Arcom qui rédige quasiment les obligations, c'est-à-dire le type de la diversité doit être sympathique, le policier qui a des mauvaises idées doit être antipathique, enfin voilà, tout ça est standardisé. Non, mais c'est vrai que ça dépasse un peu le service public proprement dit, parce que ce sont les règles que l'Arcom édicte pour tout le monde. Exactement. Pour tout le monde. Exactement. C'est-à-dire, vous regardez un polar ou un feuilleton, et c'est hallucinant. Il n'y a de meurtres, de criminels, de trafiquants de drogue que blancs. Voilà. Ça correspond pas tout à fait à la réalité, mais c'est la tendance générale. On est dans une diversité totale maintenant. Quasiment. Ça dépasse le service public. C'est Hollywood fait ça. Total, sauf qu'il y a les sympas, les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, et que là, il y a plus de diversité. C'est un peu caricatural. Non, c'est la tendance générale. Non. Bien sûr, il y a un peu de nuances. Non, mais moi, ce que je ne peux plus supporter dans le service public, c'est qu'il n'y a pas la controverse. Oui. Et la controverse est indispensable pour une démocratie. Mais comment on la garantit, cette controverse, si le service public reste public ? On doit pouvoir inviter tout le monde. Maintenant, il y a des personnes qui ne sont personnes non grata dans le service public. Quand on voit une émission comme C'est dans l'air, oui, ce qu'on a vu hier, qui est inacceptable, des propos inacceptables, on se doit d'avoir de la controverse sur le plateau. Il n'y en a pas. Et vous faites référence à l'effet Van Papen. Oui, ça fait des mois. Tout le monde était d'accord sur le plateau. Ça fait des mois que C'est dans l'air est contesté pour son côté intra-bobo, en quelque sorte. Ça fait des mois, et ça continue. Oui, mais qui est derrière tout ça ? C'est quand même des milliardaires. Oui, donc si vous allez vendre... Mathieu Pigasse n'est pas milliardaire, il n'est que multimillionnaire. On n'est pas loin. J'ai un peu exagéré. C'est un vantard. Mais c'est vrai, faut préciser. Soyons précis. Alors, il touche quand même en plus des subventions de l'État. Alors, 100 millions par an. 173 millions pour l'ensemble des médias. Donc, Le Monde, l'Obs touchent des subventions d'État. Non mais, on tourne pas rond. Donc, vous allez décider de démanteler le service public pour le donner à des milliardaires ou à des multimilliardaires. Parce que ça va être ça. On a déjà une télévision. Attendez, j'aimerais en placer une dans mon émission si ça vous dérange pas, les amis. Avec plaisir. Il y a deux manières d'envisager le pluralisme, si vous m'autorisez. Il y a considérer que sur une seule chaîne, on doit faire vraiment advenir tous les débats et avoir tous les avis, ou alors considérer qu'avec l'addition de plusieurs chaînes, à condition évidemment que l'État ne les harcèle pas, ne les fasse pas fermer, et même favorise leur création et leur épanouissement. En juxtaposant tout ça, on aurait un panel dans lequel les Français pourraient choisir. Du coup, est-ce que c'est pas plus honnête et plus clair si Mathieu Pigasse, au lieu de vendre pour 100 millions d'euros d'émissions à France 5 tous les ans, achetait France 5, que ça devenait la chaîne de Mathieu Pigasse TV, il donne son avis dessus, et au moins, le résultat est le même, mais au moins c'est plus clair, et ça coûte pas d'argent aux Français. Mais il a peut-être pas besoin d'acheter France 5, on peut garder France 5, il peut s'acheter un autre créneau, il a suffisamment d'argent pour le faire. Il a Media One qui, en plus, donne des programmes à France Télévisions dont on ne sait même pas combien ça coûte, parce que le rapport de la Cour des comptes n'a pas réussi à voir le tarif auquel Media One vend les émissions au service public. Mais c'est inadmissible, ça. Ce n'est pas possible de ne pas avoir cette transparence dans le service public. Quand on nous dit que les comptes du service public sont équilibrés, c'est par des jeux d'écriture. France Télévisions est déficitaire. Ça va être moins 40 millions de pertes nettes. C'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas des gens capables de gérer
C'est ça le problème. Alors, sans compter les programmes. Moi, j'ai été révolté de voir un programme de drag queen le samedi soir sur le service public. Drag Race. Ouais, non mais ça c'est de la propagande. Mais oui, c'est de la propagande. Mais je suis d'accord avec vous là-dessus. Ce qui permet quand même la propagande, parce qu'au fond, aujourd'hui, pour les médias, il y a plusieurs modes de financement. Il y a les médias alternatifs. Heureusement qu'ils sont là. Les médias alternatifs, comme Tocsin, ils se financent par leurs donateurs. Bon, on les remercie. Par une multitude de donateurs, on les remercie. Et tous les médias alternatifs fonctionnent comme ça. Bon, ça, c'est un mode de financement assez sain, qui permet une certaine liberté dans la mesure où il y a une grande diversité de donateurs. Vous ne dépendez pas d'une personne, vous dépendez d'une multitude de donateurs. Vous avez ensuite les chaînes à péage. Chaîne à péage, vous abonnez pas. Voilà. Bon. Ensuite, vous avez les chaînes privées classiques avec de la publicité. Alors, la publicité a un côté pénible. Moi, je dois dire. Je peux plus la regarder. C'est insupportable. Comme je peux plus regarder le service public. Quand je suis dans la voiture, j'écoute soit des médias alternatifs, soit des médias publics, parce que je supporte pas la publicité. Mais c'est l'avantage du service public, il y en a quand même beaucoup. Oui, mais alors, le grand avantage, pourquoi le service public a encore autant d'auditeurs ou de spectateurs aujourd'hui? Car il a un double avantage, si vous voulez. Il a un double avantage. C'est pas une concurrence loyale. D'abord, il a quand même beaucoup d'argent par rapport aux autres, même si c'est pas assez peut-être de leur point de vue, beaucoup d'argent par rapport aux autres. Non, je pense que c'est suffisant. Il n'a pas la pollution publicitaire. On est d'accord. Donc, il capte les auditeurs ou les spectateurs par le fait qu'il a un double avantage concurrentiel. Oui, mais vous l'aurez plus si vous privatisez. Vous ne l'aurez plus. Qui s'en sert pour mais oui, mais c'est une bonne chose. Avec la propagande. Oui, mais il faut arrêter. Non, mais il faut arrêter la propagande. Je pense que le service public. Moi, j'ai écrit. Arrêter la propagande. J'ai écrit un bouquin là-dessus quand je me suis présenté à la présidence, qui résume ce que devrait être le service public, c'est-à-dire diversité, pluralité de l'information, mais aussi un divertissement qui soit un divertissement pour tous, qui ait des bons feuilletons, parce que on est dans une TNT d'une médiocrité totale. Parce que les chaînes qui ont les gros groupes qui ont plusieurs chaînes, mais quand vous voyez ce qu'ils diffusent, mais on n'a pas envie de s'y arrêter. Attendez. Michel Goldstein, est-ce que tout c'est pas des débats d'arrière-garde à l'heure où tout le monde est sur les réseaux sociaux, ou alors quand ils allument un grand écran dans le salon qu'on appelle encore une télé, c'est généralement pour se charger immédiatement sur des plateformes. Et moi, si vous voulez mon expérience professionnelle, personnelle, quand je vois France 2 ou CNews, c'est 30 secondes le temps que la box s'allume et que je puisse sélectionner la plateforme de mon choix. Je fais presque pareil maintenant. Vous voyez, donc en gros les chiffres de fréquentation de la télévision n'ont fait que chuter. Oui, je suis d'accord. Pendant le Covid, tout le monde a regardé la télévision en famille. On a vu que les pics... C'est là que Netflix est né. C'est là que Netflix est passé d'une petite plateforme à une plateforme mondiale. Les pics de télévision, on a eu les audiences, elles étaient énormes pendant le Covid. Donc, ça veut dire qu'on est capable de faire de la bonne télévision. Mais si les gens sont cloîtrés devant leur télé. Alors, moi j'avais ouvert dans mon projet du e-sport, par exemple, sur le service public. On m'a rionné, le CSA m'a rionné. Parce que là, ça allait toucher quand même des jeunes de 16 à 30 ans. On m'a rionné, on m'a dit « Ah non, c'est pas possible qu'on peut pas mettre ça sur le service public. » Mais je lui dis « Pourquoi il faut quand même aller attirer les jeunes ?» C'est ça qu'il faut qu'on fasse sur le service public. C'est d'aller chercher les jeunes, qu'on fasse de l'éducation, qu'on fasse de l'instruction. Moi, quand j'étais jeune, il y avait des très bons programmes sur le service public qui vous apprenaient la chimie, qui vous apprenaient comment être un bon citoyen. C'est ça le service public. Maintenant, ce n'est plus ça. Et je sais que moi, je regarde TF1, le journal de 20h de TF1 et plus celui de France 2, surtout depuis que Léa Salamé et Thomas Net, parce que là, je trouve ça scandaleux. Quand vous êtes la compagne d'un homme politique qui va se présenter à la présidence, sûrement de la France, c'est inacceptable. On peut pas me dire qu'elle n'est pas... Alors, ça a été fait pour ça. Mais bien sûr. On a choisi Salamé pour ça. Non, c'était pas le premier choix. C'était pas le premier choix. L'objectif, c'est de glamouriser Glucksmann, qui entre nous est pas très glamour. Et donc, on glamourise Glucksmann en mettant sa femme présentatrice. Vous savez pourquoi Sophie Lapic a été virée ? Ça a été dans le deal
de la reconduction de Madame Ernotte. Parce que un homme politique, sans le nommer qu'Édouard Philippe, voulait sa peau. Voilà. Et donc, elle s'est couchée. Alors, l'émission a commencé depuis une demi-heure déjà. C'est parfait, on va pouvoir lancer les votes. Parce que tout le monde est prêt en régie, très bien. Donc sur tous les réseaux, dans le chat de l'émission, sur YouTube, sur X. Venez voter nombreux, donnez-nous votre avis. Êtes-vous pour ou contre la privatisation du service public audiovisuel? N'hésitez pas à liker cette vidéo, appuyer sur le pouce, appuyer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. Toxin-media.fr/nous pour contribuer à la chaîne, nous aider à monter tous ces projets, nous soutenir. Il nous manque 450 contributeurs pour boucler notre levée de fonds et donner à notre public tout ce qu'il demande. Alors, c'est l'heure d'accueillir nos invités en visio. Alors, John Delorenne, bonjour. Bonjour. Philippe Murer, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors on va commencer avec vous Philippe. C'est la deuxième émission du RIC de la semaine et la semaine dernière on avait un sujet, la peine de mort, qui était en contradiction flagrante avec le droit européen. Cette fois-ci, il n'y a pas de problème de conformité européenne. Au contraire, l'Union européenne favorise tout type de privatisation. A priori, ça ne dérange pas. Et on a l'exemple grec avec la Troïka en 2011 où pour gagner des sous, ils n'avaient pas hésité à vendre et même à brader leur audiovisuel public. Est-ce que dans votre choix de défendre le maintien des groupes France Télé et Radio France dans le giron public, est-ce que c'est une manière pour vous d'être en cohérence avec votre croisade anti-Bruxelles? Non, pas du tout. J'ai un point de vue qui se rapproche de celui de Michel Goldstein. Je suis totalement opposé à supprimer le service public. Et pourtant, ce service public, aujourd'hui, qui est gauchiste, européiste, mondialiste, m'insupporte autant que les autres invités. Alors pourquoi? Parce que si on supprime l'audiovisuel public, on donne en fait aux 9 milliardaires qui possèdent déjà toutes les chaînes privées, eh bien l'ensemble de l'agora publique, l'ensemble des médias sur lequel et donc quelles idées ils vont faire passer sont autorisées, quelles personnes sont autorisées, quels partis politiques. Et n'oublions pas que les milliardaires n'ont pas du tout les mêmes intérêts que les Français. Ils ont plutôt des intérêts à faire voter pour un certain Macron, qui avait d'ailleurs été soutenu par France Info, France Télé, mais aussi par Bernard Arnault, Xavier Niel et Pigasse, de façon quasiment officielle. Voilà, donc c'est pas supportable. Si on privatise tout, en fait, nous n'aurons plus aucune main sur les médias, le peuple français, et ça sera les milliardaires qui décideront de tout. Alors, qu'il faille faire des économies dans le service public, oui. Et on peut raboter à la paille de fer à plein d'endroits. Et peut-être fermer certaines chaînes, peut-être parce qu'il y en a peut-être trop. Mais juste une remarque d'ailleurs, les USA, en fait, ils ont que des chaînes privées quasiment. Et on remarque que les USA ont à peu près les mêmes problèmes que nous. Ils n'ont quasiment que des chaînes à gauche aussi, tout en n'ayant que des chaînes privées et un service public embryonnaire. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que déjà on se place comment? On se place dans le fait qu'il y ait un gouvernement populiste qui gagne les élections. Parce que sinon on fait du commentaire dans ce cas-là. Donc si un gouvernement populiste gagne des élections, qu'est-ce qui l'empêche de mettre quelqu'un de complètement différent à la tête de France Info, France Télé et France Inter, une personne qui n'a rien à voir avec Madame Ernotte et qui va mettre en place un programme avec une neutralité politique totale pour les invités, qu'ils soient de gauche ou de droite, que ce soit vraiment une proportion d'invitation qui ressemble aux résultats des élections, très proche, que des petits partis politiques aussi puissent être invités pour qu'il y ait une oxygénation du débat public, une richesse et la fin de la propagande gauchiste partout. Qu'on ne me dise pas qu'un gouvernement populiste serait incapable de nommer, je vais donner un nom au hasard, Élise Blaise par exemple, qui est patronne de TV Liberté, qu'elle soit patronne de France Info, qu'elle soit totalement soutenue par le gouvernement et que le but soit de faire le ménage et de rendre France Info comme une chaîne complètement neutre politiquement. Et là, on évite le problème du média des milliardaires et on enrichit la démocratie et on retrouve nos services publics. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Je ne le vois pas. Très bien. Alors, John Delorenne, vous êtes a priori pour la privatisation. Vous avez entendu ce que vient de dire Philippe Murer. Comment est-ce qu'on s'assure que les 9 milliardaires qui possèdent aujourd'hui le paysage audiovisuel français ne vont pas s'accaparer tout le reste? Est-ce qu'on doit mettre des règles particulières? Personne ne veut d'un paysage audiovisuel monolithique. Tout le monde est comme Philippe, traumatisé par ce qu'on a vu pendant la première élection de Macron. Donc, comment vous voyez les choses, vous?
Écoutez, moi j'ai écouté le débat auparavant et ce que je viens d'entendre de Philippe. Le problème déjà, c'est qu'on a une situation où, même par rapport à ce qu'on regarde, les gens disent tout le temps que l'information est dirigée par les milliardaires. Je veux dire, on regarde simplement la situation aujourd'hui, on constate que vous parlez d'un bloc monolithique d'opinion publique, mais finalement il est toujours là. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y a plein de médias alternatifs comme fait Tocsin et ce qu'on fait actuellement, pour pouvoir discuter, parce que ce format, par exemple, n'existe pas, et de le pousser sur le service public, ce n'est plus possible. Par rapport à l'Union européenne et toujours encore une fois les milliardaires, on parle bien du service public de gérer l'audiovisuel, mais au-dessus, il y a un organe qui s'appelle l'Arcom, et ça c'est, je ne sais plus si c'est une directive, mais c'est une règle européenne que vous devez avoir un régulateur en fait de ce qui se passe au niveau des médias. Ça, de tous les cas, vous ne pouvez pas le supprimer. Il y a plein de gens qui disaient supprimer l'Arcom, mais au niveau européen, c'est pas possible. Donc, dans un sens, moi je suis partisan du fait de dire que l'audiovisuel public, de la façon dont il est géré, ça coûte 4 milliards et on regarde les bilans financiers, on a 80 millions de déficit, 80 millions, pardon. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas justement couper le robinet à un moment donné ou au moins pousser cette idée pour faire comprendre que au niveau des deniers publics, il faut faire très attention. Il faut regarder aussi sur la pluralité et que dans tous les cas, s'il y a une libéralisation, et pour moi, je pense qu'il faut libérer l'information pour les Français, justement pour leur permettre que ça soit représenté sur l'espace audiovisuel. Et aujourd'hui, l'audiovisuel public bloque ça. Vous avez cité tout à l'heure avec les deux autres intervenants, M. Gallou et M. Goldstein, par exemple, ce qui se faisait C'est à vous ou C'est dans l'air, ou d'autres émissions. En plus, quand on regarde au niveau du schéma financier, vous avez le service public qui va payer des boîtes qui sont privées, par exemple Media One, pour ne pas la citer, avec M. Pigas, il y a Xavier Niel et la troisième personne, je ne sais plus, je vais vous dire tout de suite. Capton, exactement. Et c'est connu, reconnu, qui s'entend très bien avec Emmanuel Macron. Et donc, en fait, on a une circularisation de l'argent public qui va avec les mêmes acteurs. Et c'est, pour moi, ça pose problème, en fait. Donc, à un moment donné, pourquoi ne pas couper le robinet complètement, de voir comment ça fonctionne. Et de toute façon, nous avons cet organe qui s'appelle l'Arcom qui fera son travail. Et après, là, on pourra avancer. M. Goldstein. De toute façon, je pense que effectivement, l'Europe, encore une fois l'Europe, nous empêche de supprimer l'Arcom. Mais un régulateur, je suis tout à fait d'accord, il faut un régulateur. Mais ce régulateur ne devrait pas pouvoir nommer les présidents de chaînes publiques. C'est ça déjà une chose qu'il faut arrêter. Est-ce que l'Arcom, on l'a vu avec CNews, Hanouna, c'est pas ma tasse de thé. Mais j'ai trouvé scandaleux cette censure, même si, parce que beaucoup ne le savent pas, c'est que C8 n'avait pas son cahier des charges n'était pas respecté. En grande partie, ça a été aussi ça. C'est pas que quelle chaîne respecte son cahier des charges juste? Plus personne. Voilà. Pour être clair. Oui, mais ils ont attaqué là-dessus surtout, mais pour avoir la peau d'Hanouna. Mais moi, Hanouna, c'est pas du tout c'est vulgaire. J'ai travaillé avec lui, c'est pas possible. En revanche, c'est quand même lui qui a fait venir sur son plateau les premiers gilets jaunes, qui a fait venir des personnalités dont il n'était pas du tout d'accord. Et c'est ça qu'on devrait avoir sur le service public, la controverse. On devrait avoir des débats comme on a là sur le service public. Mais le service public a été maintenant cadenassé par des personnes qui en font une idéologie. Oui, moi je crois qu'on parle de la privatisation du service public, mais le service public, il est déjà privatisé. Il est privatisé par un certain nombre de capitalistes de gauche qu'on a cités, et il est privatisé par un certain nombre de forces associatives et syndicales de gauche qui sont chez eux dans le service public. Donc le service public, il est déjà privatisé. C'est une forme de privatisation syndicale et associative, voilà, et qui ne respecte pas le pluralisme. Et moi, je crois, au fond, la solution idéale, c'est un peu celle de la baguette magique qu'a évoqué notre ami Murer. Il dit on nomme Élise Blaise patronne de France Inter, de France Info, et elle change tout. Moi, je serais ravi. Ça va faire un paquet de cauchemars à des gens de gauche cette nuit. C'est une femme d'autorité, c'est une excellente journaliste. Compétente. Ouais. Pourquoi pas? Mais je crois que ça se passera pas comme ça. Oui, mais parce que les journalistes ne font plus leur travail. Un journaliste, c'est des faits, rien que des faits. Point. C'est ça.
Moi, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Vous empêchez pas, si vous voulez, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est des faits, rien que des faits, mais il y a un angle derrière les faits. Qu'est-ce qu'on traite? Mais oui, mais parce qu'il y a toujours parce que les journalistes ne font plus leur travail. Moi, je ne peux plus écouter. Et pourtant, c'était ma radio France Info, parce que vous avez un journaliste en face qui veut vous abattre, et selon les personnalités qu'ils invitent, ou bien ils veulent faire passer leurs propres idées. Ce n'est pas ça le journalisme. C'est ça le problème, c'est qu'on n'est plus dans du journalisme. Et les journalistes actuels, moi j'ai mangé avec pratiquement tous les hommes politiques. Mais je n'ai jamais dit que j'allais abattre un tel ou un tel. Là, vous faites référence à l'affaire Cohen-Legrand. Qui voulait abattre Rachel. Je me permets, c'est le même sujet qu'on soit dans les chaînes privées ou dans les chaînes publiques. Mais exactement. Les journalistes des chaînes privées sont aussi nuls que sur les chaînes publiques. Ça, il faut bien le voir. Donc, on a un vrai problème. D'ailleurs, les chaînes privées, il n'y a aucune ouverture d'esprit. Quelle chaîne privée n'est pas mondialiste et pro-Union européenne et invite des gens qui soient pour la sortie de l'Union européenne, alors que ça représente 40% des gens. Donc, en fait, il ne faut pas aller chercher quelque chose de miraculeux sur les chaînes privées, d'autant plus que vous avez affaire à des gens qui sont des milliardaires et qui n'ont pas des milliards dans la poche par hasard, et qui voudront faire passer leurs idées et faire passer les intérêts et ne pas payer d'impôts à la hauteur de ce qu'ils devraient payer. Et ça va encore. Donc ça, c'est très grave. Mais je pense qu'il faut aussi revivifier. C'est-à-dire, je vais juste ouvrir un tout petit peu. Il faut revivifier aussi, c'est-à-dire les chaînes privées. Et ça, c'est aussi important en même temps que de changer le service public. Le revivifier, c'est comment ? C'est une idée, en fait, d'ailleurs, au départ de Fabrice Grimal, que j'ai repris à mon compte. Incroyable. Je me permets. Incroyable. Voilà. Et, dans le mouvement politique citoyen. Voilà. En fait, c'est quoi? C'est de dire que les aides à la presse qui sont fondamentales, en fait, elles ne doivent pas être distribuées par le gouvernement aux milliardaires, ce qui est absurde. Elles doivent être distribuées par les citoyens. À chaque fois que les citoyens feront leur grille d'impôt sur le revenu, qu'ils en payent ou qu'ils en payent pas, ils cocheront des cases, par exemple Libération, JDD ou Toxin Média. Qui est-ce que vous préférez aider et vous voulez donner l'aide à la presse? Si coche Toxin Média, il y aura le prorata d'un citoyen qui sera donné. Et donc il n'y a que les citoyens qui donneront l'aide à la presse. Et là, on régénère la presse, parce que là, Toxin Média, TV Liberté, tous ces médias alternatifs auront des moyens de l'État pour recommencer, pour pouvoir se battre à égalité finalement avec les grands médias privés, et c'est comme ça qu'on changera le paysage journalistique en général, et qu'on pourra oxygéner le tout. Et croyez-moi, si je peux me permettre, c'est que à l'intérieur de France Télévisions, il y a énormément de journalistes qui sont malheureux. Ah, sans doute. Oui. Pourquoi ils ne parlent pas plus? Pourquoi on les entend pas plus? Si, il y a un rapport qui vient de sortir, qui a été fait par le CSE de France Télévisions, 162 pages, qui montrent comment sont traités à l'intérieur de France Télévisions les journalistes. Et c'est terrible. Terrible. Donc, c'est aussi un management toxique à l'intérieur même de France Télévisions. Ce rapport, j'espère qu'il sera publié, parce que ça fera très très mal. C'est vraiment terrible de voir des gens qui ont envie de faire leur travail. Alors, John de Lorraine. Quel est l'argument de garder ce service public dans l'état actuel? Vraiment, encore une fois, moi je prends l'exemple de Philippe Murer, ou avec tous les autres souverainistes qui parlent du Frexit, on ne le voit jamais sur l'espace public. Je me rappelle aux législatives, on avait 2 débats avec des candidats qui étaient décidés, et après, la deuxième partie de soirée, c'était beaucoup plus tard, ou pour que ça soit pas vu par les Français, l'autre partie. Donc, moi, je ne comprends pas quels sont les arguments de le garder, parce que si on fait sur la culture, vous pouvez avoir des chaînes privées qui le font. Non. Il y a déjà le CNC, le CDC. C'est faux. Il n'y a pas de culture sur les chaînes privées. Quasiment pas de culture. Est-ce qu'il y en a tant que ça sur les chaînes publiques? Oui. Mais... Oui, alors attendez, j'ai un chiffre à vous donner. Berne, qui est sur le service public, il serait pas de ce service public, il pourrait aller sur un... Non, mais ça les intéresse pas, parce que ça fait la même chose. Non, ça les intéresse pas, ça fait pas d'audience. Mais bien sûr que si. Non, ça fait pas suffisamment d'audience. Michel, attendez, pardonnez-moi. Non, vous avez Villiers qui fait 1 200 000 sur une émission. Un argument qui a été sorti récemment, c'est que l'audiovisuel public tout compris, 4 milliards, représente la moitié du ministère de la communication et de la culture, qui ne déploie qu'un seul milliard pour la préservation du patrimoine.
et des bribes de subventions étalées un peu partout, n'importe comment, pour la danse, la musique, les arts du spectacle, vivants, voilà, le spectacle vivant et tout ça. Et c'est pas efficace, ça crée des rentes de situation. Enfin bref, voilà. Mais sur des petits montants, et on a l'impression quand on regarde le budget d'en haut comme ça qu'effectivement il y a un ogre qui s'accapare la moitié du budget, et cet ogre il fait Drag Race. Cet ogre, il fait l'émission de Léa Salamé, il paye 25 000 € par mois à Léa Salamé, les 25 000 € par mois à Élise Lucet, il organise des vraies réceptions somptuaires qui coûtent 50 millions par an. Il a 11 000 € de frais de taxi par jour. Enfin, je veux dire, c'est des chiffres. C'est parce qu'il y a une dérive. C'est très simple. Combien de Louvre on ouvre avec ça? Je vais quand même répondre. Attendez, un mot de Michel, ensuite à vous. Je vais quand même répondre sur le fait qu'on a besoin de services publics. S'il n'y avait pas Cache Investigation, il y aurait beaucoup de choses qui ne seraient jamais sorties. Sérieusement. Eh oui, sérieusement, je suis très sérieux là-dessus. Oui, tout à fait, on peut critiquer Élise Lucet, mais il y a un travail qui est fait. Alors après, c'est très compliqué. Oui, sérieusement, parce qu'il y a une loi qu'on a voulu faire passer à l'Assemblée, que les chaînes de télévision, et surtout le service public, ne pourraient plus enquêter sur les groupes alimentaires, agroalimentaires, pharmaceutiques, armement et tout ça. Voilà. Heureusement que ce n'est pas passé. Parce que là, c'est au détriment de tous nos citoyens. Il faut de l'investigation. Et il n'y a pas beaucoup de chaînes qui le font. Derrière l'investigation, il y a un contrat. On fait l'investigation sur tel groupe ou telle formation politique. Je crois qu'il y a eu deux séries d'émissions sur Bardella, parce qu'il a été ciblé. Oui, voilà. Mais ça ne devrait pas se faire, ce genre de... ça, c'est quand même... Comment ils ont fait? Ils ont fait aussi un complément d'enquête sur Hanouna. Mais quel intérêt? Quel intérêt? Quel intérêt? Un intérêt. Oui, mais parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Moi, je signerai des deux mains ce que vous venez de dire. Si Élise Lucet, interrogée, je crois, sur Quotidien, quand quelqu'un lui avait dit est-ce qu'un jour vous ferez un Cache Investigation, un complément d'enquête sur France Télévisions, elle a dit mais non, il y a aucun problème à France Télévisions. Et là, là c'est fini parce qu'on sait qu'il y a des problèmes à France Télévisions et donc. Oui, mais il faut pas tout jeter. Voilà. Il faut pas tout jeter parce qu'il y aura pas. Si tout est privatisé, il y aura plus personne pour défendre les citoyens. C'était dans quelle époque, me dit-on, d'accord? Si je peux avoir 10 secondes et après j'arrête. Jeanne de Lorraine, allez-y. Moi, je vous ai très bien écouté. Je suis pas en désaccord sur tout ce que vous dites, mais vous faites état d'un problème de la gestion et de la représentation du service public. C'est comme sur les marchés financiers ou plein d'autres marchés, vous devez avoir de la concurrence pour améliorer la qualité. Aujourd'hui, c'est fermé. C'est ce que disait Monsieur Gallou tout à l'heure. Au final, on a privé justement cette recherche de l'excellence, même au niveau de la qualité de l'audiovisuel. Et on prive les Français de leur liberté d'expression. Moi, c'est clairement mon point de vue. Mais je suis tout à fait d'accord. Et je suis contre ça. Effectivement, la controverse, on doit pouvoir la voir sur le service public. Pourquoi il y a des personnes qu'on n'invite pas? Voilà. Et je vais aller encore plus loin, parce que ça n'a pas fait beaucoup d'état. Quand Jordan Bardella, pourtant je ne vote pas pour lui, est venu sur le plateau d'émissions politiques, il y a eu, en régie, j'ai la photo, là, on a mis un merde derrière son dos. Vous vous rendez compte? L'Arcom n'a rien fait. Mais c'est scandaleux. Mais c'est ce que je vous ai raconté quand il y a 30 ans que je rentrais... Moi, je suis un démocrate dans les locaux de France Info Île-de-France où il y avait l'ambiance, quoi. Voilà. Dans ces cas-là, on interdit le RN. Structurel. Comme parti politique. Alors, un petit point sur les... C'est terrible. Un petit point sur les... Alors, attendez, Philippe. Un petit point sur les votes et ensuite la parole à Philippe et ensuite encore John de Lorraine si vous le souhaitez, parce que c'est vrai que vous avez moins eu la parole. Je dirais deux mots sur les taxis. Après, sur les 11 000 € de taxis. Un petit point sur les même votes. Pour la mairie de Paris. À ce stade, on est sur 2 tiers, 1 tiers pour la privatisation de l'audiovisuel public français, 65% pour, 35% contre, mais ça peut évoluer avec vos arguments, chers invités. Le public est là, continuez à voter aujourd'hui en direct pendant l'émission et les jours qui suivent aussi sur X, sur YouTube. On vous attend nombreux. Philippe Murer, quelque chose à ajouter? J'avoue que je n'arrive pas à comprendre, pour ceux qui sont pour la privatisation du service public, ce qui empêche un gouvernement populiste qui arrive au pouvoir, qui est le seul qui peut faire bouger les choses dans le sens qui nous intéresse tous. Qu'est-ce qui empêcherait un gouvernement de tout changer et de nommer les bonnes personnes, Élise Blaise, et de tout changer? Je ne vois absolument pas, et je finis et je vous laisse répondre sur le sujet. Alors, John de Lorraine d'abord. J'ai été viré
aussi d'une chaîne privée, en fait, où je passais de temps en temps et où j'ai été viré parce que j'ai osé dire que je voulais la sortie de l'Union européenne. Ouais. Donc, s'il y a des flics dans les chaînes privées, dans les chaînes publiques, il y a aussi des flics idéologiques dans les chaînes privées. Et je pense que c'est se leurrer de croire qu'il n'y a que des flics journalistes dans les chaînes publiques. Il y en a absolument partout. Absolument partout. Et la dernière chose qui est quand même fondamentale, c'est qu'effectivement, il faut arrêter de se moquer des citoyens. C'est du service public, c'est les impôts des Français. Donc il faut passer les comptes à la paille de fer, aller chercher dans une inspection tous les frais de taxi qui sont abusifs, et il y en a beaucoup. J'ai mon ami Laurent Firotte qui m'en a parlé hier soir, que tout le monde connaît. Les frais de bouche aussi qui sont absurdes, les enlever, et il y a même des postes fantômes. Mais d'ailleurs, il y a aussi des postes fantômes, je vous rassure, chez LVMH, pour les affiliés du pouvoir. Mais il y en a aussi chez France Télévisions pour les affiliés du pouvoir. Tout à fait. Big Malion est né à France Télévisions. Hein. Big Malion est né à France Télévisions. Hein. Alors, John de Lorraine, un mot, s'il vous plaît. Non, moi je suis d'accord sur le fait qu'il y a une chasse gardée, que ce soit sur le service public ou sur le service privé. Néanmoins, le service public, de fait, de par son financement, a cette responsabilité de faire respecter la pluralité, ce qu'il ne fait pas. Donc je ne vois pas, en fait, c'est l'audience qui fait roi. Voilà. Normalement, à un moment donné, quand on regarde, vous l'avez cité tout à l'heure, au niveau des audiences de l'audiovisuel public, et qu'on regarde ce qu'il se fait sur le privé ou même sur les réseaux sociaux, normalement, on devrait voir en cascade ceci répercuter sur le service public, ce que l'on ne voit toujours pas, en fait. Donc, et de l'autre côté, moi, je peux entendre tous les arguments liés à ça, ou par exemple sur les emplois qui sont menacés, mais ils repartiront après dans le privé. Il y aura toujours cet aspect de régulation qu'on ne peut pas changer. Et moi, je reste toujours strict sur cet avis-là, et qui est le mien, c'est qu'aujourd'hui, l'audiovisuel public est le bras armé du gouvernement. Et je pense que c'est n'importe qui, justement, qui peut prendre le pouvoir et qui après va en faire toujours son bras armé par rapport à l'opinion publique, c'est un danger. Donc autant le supprimer. C'est plus tellement le bras armé. Hein. C'est le bras armé, moi je dirais pas du gouvernement. Non plus. Je pense que c'est le bras armé, c'est un bras armé partagé d'ailleurs. Oui. Parce que finalement, il y a un certain pluralisme sur France Inter ou France Info par exemple, entre l'extrême centre et l'extrême gauche. Voilà. Qui ont une certaine parenté idéologique, qui ont des désaccords quant à la cadence, quant à la manière de faire, mais qui ont une parenté idéologique. Et il y a un certain pluralisme qui est très relatif, puisque tout ce qui est national, identitaire, conservateur est en dehors de cet axe-là. Alors, si vous voulez que je vous parle des taxis. Allez-y. Voilà. Aujourd'hui, j'étais invité pour un documentaire sur une chaîne publique qui passera, je pense, dans 5 ou 6 mois, sur la scission qui a eu lieu au Front National il y a à la fin des 25 ans, et pour lequel j'étais acteur. Je dois dire, tout ça, j'ai été très bien accueilli. On a loué une salle pour faire le film, et on m'a proposé un taxi pour venir me chercher et un taxi pour me raccompagner. Tout ça est très bien. C'est normal. C'est normal. C'est une pratique normale, si vous voulez. Et ce que je veux dire là, c'est que le service public, par l'argent public, va avoir les moyens de faire ce documentaire que ni probablement une chaîne privée, encore moins évidemment un média alternatif, n'aurait, peut-être une chaîne à péage, n'aurait les moyens de faire. Et donc, il a le monopole, en quelque sorte, de ce documentaire, qui sera sûrement bien fait techniquement, parce que on va couper, il va y avoir ça va être bien techniquement, enfin je le pense. Il y en a eu un autre sur la chaîne Sénat, sur Jean-Marie Le Pen, qui était bien faite techniquement, mais qui a évidemment quand même un certain biais idéologique. Un angle. Et donc, sur un angle. Voilà, un angle, exactement. Non, mais ça, c'est aussi normal qu'il y ait un angle. C'est normal. Il y a toujours un angle. Simplement, ceux qui ont l'angle, quand même, en gros, l'angle de gauche, voilà, ou l'angle mondialiste, pour parler comme Murer, et il a raison sur ce point, ont un avantage parce qu'ils ont
des moyens que les autres n'ont pas. TF1 a les moyens. Le groupe RMC, qui vient de racheter encore une chaîne, a les moyens. Non, après, c'est une volonté. Et heureusement que le service public peut faire ce genre de reportage, parce que les autres ne le feront pas. Moi, j'aimerais que les médias alternatifs puissent faire ce genre de reportage, mais ils le font avec moins de moyens. Je prends l'exemple de ce qui s'est fait au moment de la mort de Jean-Marie Le Pen, où il y a eu le reportage sur la chaîne Sénat, et il y a eu aussi des reportages sur des documentaires, plus exactement. Tout le monde y est allé. Tout le monde y est allé de son documentaire. Mais évidemment, les moyens sont disproportionnés. Moyen du service public est meilleur, et donc, indépendamment de l'angle, c'est plus confortable, c'est plus agréable à regarder, parce que donc c'est pour ça qu'il faut garder le service public. Non, parce que le problème, on en a besoin. C'est qu'on donne un avantage concurrentiel au service de propagande. Au service de propagande. Un service de propagande en particulier. Un service de propagande en particulier, voilà. C'est ça. C'est ça qui me gêne. C'est l'avantage concurrentiel, un service de propagande. TF1 a les mêmes moyens, les chaînes privées ont les mêmes moyens, voire même peut-être plus de moyens. Pardon, mais quand on pense information, on pense pas M6, on pense pas y a pas que l'information, W9, on pense même pas TF1, à part le JT. Mais W9, c'est le groupe M6. Mais tout ça n'a que des émissions de divertissement, je veux dire. Mais le divertissement compte aussi beaucoup dans la propagande. Bien sûr, évidemment, je veux dire, mais il y a pas pour passer de l'information. Je crois que globalement, que ce soit privé ou même public, c'est la pauvreté des chaînes. C'est la pauvreté des programmes. C'est la pauvreté des débats. Voilà, on en est là, et ça c'est global. Malheureusement, c'est global. C'est-à-dire la différence, c'est que le service public le fait avec notre argent. Oui, mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais je m'y oppose. Je suis pas d'accord du tout. John, les chaînes privées, les milliards d'euros que dépensent les chaînes privées, tous les Français le payent. Simplement, ils ne le voient pas, ils le payent chaque fois qu'ils achètent un produit, ils payent 5% du prix du produit pour TF1, pour M6, pour W9. Il y a une grosse partie, tous les frais de publicité. Une voiture, vous savez combien il y a de frais de publicité sur une voiture aujourd'hui? 2 000 € de frais de publicité en moyenne pour chaque voiture achetée. Vous payez 2 000 €. Donc, il ne faut pas dire parce que le système, le service privé, vous fait aussi payer, mais de façon sans que vous le voyez. Il va vous prendre dans la poche directement. C'est vrai. Et ça, c'est important de le dire. Voilà. Tout à fait. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Voilà. Alors, un petit point sur les votes. Les amis, où en sommes-nous? Alors, ça a évolué un petit peu, pour seulement 64. Passé de 65 à 64%. Ça évolue dans votre sens, Michel Goldstein et Philippe Murer. Mais avec toujours une majorité pour la privatisation du service public. Alors, l'heure est venue d'un petit mot de conclusion de chacun, en commençant par vous, Michel. Qu'avez-vous tiré de ce débat? Au moins, c'est intéressant de pouvoir débattre de cette façon. Et c'est ce que je voudrais voir sur le service public. C'est qu'on doit pouvoir inviter tout le monde. On doit pouvoir enrichir. C'est le débat qui enrichit les choses. Et de pouvoir se cloisonner et de faire de la propagande par tous les moyens, ça, je m'y refuse. Il faut qu'on soit... Et c'est ce qui fait que la démocratie est en danger. Donc, un service public fort, indépendant, avec une pluralité de la formation. Voilà. Très bien. Jean-Yves Le Gallou. Je peux faire une provocation? Allez-y. Moi, je pense qu'il ne faut pas seulement privatiser le service public audiovisuel, il faut aussi privatiser l'éducation nationale. Avec des bons d'éducation. Avec des bons d'éducation. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis un enfant de l'école publique. J'ai fait toutes mes études à l'école publique. Mes propres enfants sont allés essentiellement à l'école publique. Tous mes petits-enfants sont à l'école privée. Voilà. Parce que l'école publique s'est effondrée. Voilà. Et je ne crois plus... Alors, je sais bien que je pourrais dire comme Murer, on va nommer un ministre de l'Éducation à Poigne, il va reprendre la main... Il aurait raison. Et il va tout rétablir. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est sauvable, effectivement, par le chèque éducation. Je le dis avec regret. Et l'ascenseur social. Avec peine. Mais malheureusement, c'est la réalité. Voilà. Philippe Murer. Malheureusement, c'est pas faux. Eh ben, écoutez, mes enfants, Jean-Yves Le Gallou, sont allés à l'école privée parce que l'école publique, alors nous, c'était pas une question d'effondrement, mais parce qu'on était dans le 16e arrondissement, donc on avait les bonnes écoles publiques. Mais je vais vous dire, le niveau en école privée s'effondre tout autant qu'en école publique. Ça, c'est vrai. À peu près comme le niveau dans les médias privés, sauf rares exceptions. Sauf en comme école privée. le niveau c'est la France qui s'effondre. Le niveau des débats dans les médias sur le service privé s'effondre comme dans le service public. Donc on a besoin d'un grand vent d'intelligence, on a besoin de nouveau de débats
partout, et c'est au service public de donner l'exemple. Il nous faut un gouvernement populiste, il n'y a que lui qui pourra changer les choses, qui met une personne à poigne à la tête de France Télévisions, etc., et qui change tout pour une pluralité politique, des règles respectées, et de nouveau de l'intelligence dans le débat public, sinon la démocratie est morte. Merci Philippe Murer. Votre conclusion, Jeanne de Lorraine ? Alors si je dis pas de bêtises, la phrase de Delphine Ernotte, c'était on ne représente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Oui. Et en fait, le problème, c'est qu'on remarque bien que le service public ne représente pas du tout ce que pensent les Français aujourd'hui, que ça soit au niveau du vote des politiques ou au niveau de l'opinion publique, et surtout de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et d'autant plus, moi je remarque avec les dernières prises de position du président de la République et ce qu'il veut faire au niveau des réseaux sociaux, on constate encore une fois qu'il va y avoir un resserrage, de cadenasser en fait justement cette parole qui est déjà bloquée sur l'espace médiatico-politique et en plus maintenant sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que moi je porte, et il y a beaucoup de monde qui le fait, on l'a vu même au niveau du sondage, justement d'aller dans un changement radical en disant qu'il faut privatiser l'audiovisuel public, justement pour ramener justement cette question-là. Et d'avoir, comme ce qui a été dit, un débat ici, comme moi je regardais à l'époque Frédéric Tadei ou d'autres émissions. C'était bien. Voilà, des autres contradicteurs. Tadei, il est sur Europe 1 maintenant. Ah, oui. Ouais. Non mais voilà, vous voyez par exemple, aujourd'hui on a un débat ensemble, on n'est pas forcément d'accord sur des choses, le spectateur, l'auditeur écoute ou regarde ça et prend on va dire au niveau du milieu, et se fait son propre avis. Ou même, par exemple, on peut discuter de choses avec Philippe, par exemple, on n'est pas d'accord, mais il va prendre une partie de mon argumentation, moi la sienne, et on affûte. Et derrière, il y a un projet global et il y a une évolution, en fait, de cette question pour plus tard. Ce n'est plus le cas, en fait. Et ce qui a été dit tout à l'heure aussi, j'en termine là. On n'est plus dans de l'information, on est dans de la propagande, tout simplement. Bah oui. Ce n'est que de la propagande en permanence. La neutralité de l'information n'existe absolument plus. C'était illusoire déjà à l'époque, mais aujourd'hui, c'est clair et net. On le remarque tout de suite, il y a toujours un angle, il y a toujours un positionnement, il y a toujours un esprit militant en fait. Alors, vous n'avez pas été d'accord sur tout ce soir, mais je pense que là-dessus, tout le monde sera d'accord. Merci à vous tous, messieurs. Merci beaucoup d'être venus vous prêter au jeu. Demain dans la matinale, Éric Revel, la chronique de Guy de Lafortelle, la chronique Police-Justice avec Alexandre Langlois et Régis de Castelnau. Tout ça, c'est bien évidemment avec Clémence Oudiakova. Demain matin 7h. Merci à tous nos auditeurs, merci de liker cette vidéo, merci de vous abonner à la chaîne, parlez-en autour de vous. Et encore une fois, une dernière pour ce soir, c'est la fin de notre campagne de dons. 450 donateurs nous manquent pour mener à bien tous les projets que nous vous avons exposés depuis cette rentrée. Voilà, donc merci à vous pour vos contributions essentielles, merci à tous les invités de ce soir, j'espère que ce débat vous a plu. Et à la semaine prochaine pour le prochain RIC. Merci beaucoup.